Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, pourquoi au sein d'une même fratrie, les destinées des uns et des autres peuvent être très différentes? C'est la question que posent Isabelle Coutan et Yvan Atonga dans Petit Frère, un livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Ils sont les invités du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, anniversaire et programme de sciences économiques et sociales. Anniversaire de qui, de quoi? De la TVA, elle a 70 ans. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris. Elle nous parlera dans ses années collège des auteurs ou autrices qui viennent à la rencontre des élèves dans son CDI. Et c'est une super incitation à la lecture. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. On bouscule un peu nos habitudes dans l'émission en accueillant non pas un mais deux invités dans notre Grand Oral, deux auteurs pour des portraits en forme de kaléidoscope. Le portrait de Wilfried, le frère cadet d'Yvon ici présent. Wilfried tué en mars 2016 dans un bar tabac de Goussainville. Le portrait d'une ville de banlieue, Villiers-le-Bel, où règne, je cite, une mentalité à part où ce qui compte c'est le respect, c'est pas l'argent. Portrait encore en creux de l'effet des politiques publiques sur les destinées individuelles. Isabelle Coutan, Yvan Atonga, bonjour. 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 Isabelle, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, autrice de plusieurs ouvrages remarqués sur les milieux populaires. Yvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de bord à la SNCF. C'est vous qui avez eu l'idée de ce livre qui tourne autour de l'histoire de ce petit frère de Wilfried. Oui, c'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'était de voir quels étaient les points de bifurcation qu'il y avait pu avoir entre mon frère et moi, les points qui m'ont permis, moi, de m'extirper de la rue et qui ont fait défaut à mon petit frère. Et vous, Wilfried, vous le connaissiez depuis un podcast, et même avant d'ailleurs. Même avant, oui. Moi, j'ai rencontré début des années 2000, c'est voilà, ça? J'étais toute jeune étudiante, j'étais en début de thèse de sociologie, et lui, il était un tout petit peu plus jeune que moi. Il sortait d'un dispositif d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse où il avait passé son BAFA, son brevet pour être animateur dans les maisons de quartier, dans le périscolaire. Et ça m'intéressait, cette question des sorties de délinquance, justement. Qu'est-ce qui donnait... Parce que c'est pas si simple que ça de s'en extraire de ces logiques de rue, parce que c'est des logiques, effectivement, de respect, d'honneur, de réputation. Et c'est une existence sociale forte, avec des liens sociaux forts. Et il y a une force de rappel des copains. Donc on ne sort pas comme ça. Il faut avoir des éléments qui motivent aussi pour aller ailleurs. Et le métier d'animateur, à la fois, ça lui plaisait beaucoup. Il trouvait ça valorisant, il trouvait du sens. Il est repris en permanence par des liens qui sont hyper puissants. Vous le dites d'ailleurs, vous parlez de logique de rue. La rue, c'est pas un choix, c'est aussi le résultat d'une situation matérielle. Parce qu'au début, vous êtes à 14 dans 3 pièces. C'est ça, exactement. Donc la famille, elle se crée dehors. Oui, c'est ça. Automatiquement, on a une deuxième famille dehors, puisqu'on est beaucoup à la maison. Donc forcément, on grandit dans la rue avec les valeurs de la rue. Et c'est là qu'on crée une deuxième famille avec des amis qui sont issus des mêmes pays que nous. Donc il y a des liens qui se font et forcément il y a une solidarité qui émane de ça. Vous, les pays, c'est le Congo, Congo-Brazzaville. Votre père arrive. L'histoire, elle commence d'ailleurs avec l'arrivée en France de votre père en provenance de là-bas. Ouais. Il conduisait des ministres. C'est ça. Qu'il entendait, il voyait que les ministres envoyaient les enfants en Europe pour étudier. Exactement. Et notamment en France, il dit, j'ai peut-être une bonne idée. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, mon père, il était beaucoup comme ça. Donc, comme il conduisait les ministres et qu'il voyait que les ministres envoyaient leurs enfants en France, donc il s'est dit que c'était sûrement une bonne idée, que si les ministres le faisaient, c'était pour quelque chose. Donc, il a eu aussi cette ambition d'aller vers la France. C'était un peu voir comment il y avait possibilité de grimper dans l'échelle sociale à travers ce voyage. Il y a un personnage à part entière dans le livre, c'est Villiers-le-Bel. Cette ville, qu'on sent respirer, il y a des organes différents, etc. La dernière fois que nous avons vu Wilfried, écrivez-vous, il venait d'acheter une maison dans une commune voisine, il quittait, c'est vous qui l'écrivez, son ghetto, non sans appréhension. De quoi il a peur à ce moment-là ? Alors, on est en 2016. On est en 2016, là il a 35 ans à peu près, et moi quand je l'avais rencontré il en avait 21. Donc je l'ai retrouvé pour ce documentaire radio, et non sans appréhension, parce que je pense qu'il y avait quelque chose, ça le fragilisait, ça le déstabilisait en termes de qui il était, en termes d'identité sociale. Il était même déstabilisé par le fait que quand il regardait par la fenêtre, il n'y avait plus les tours, il n'y a plus les petits en bas à qui on peut demander d'aller acheter du pain. C'est tout son réseau de sociabilité en fait qui perd en quittant le quartier dans lequel il est né. Donc c'est pas spécialement la peur d'être rattrapé par cette embrouille qui est née des années avant et qui lui sera fatale. Non, parce que en fait, ça fait 3 ans que en fait, son meurtrier ne se croise plus, puisque leur dernière altercation datait de 2013. Et donc là, Wilfried sort de son ghetto, comme il aime le dire, et donc nous, les frères et sœurs, on est plutôt soulagés. Le fait que lui aussi réussisse à s'extirper de la culture de rue. Et malheureusement, c'est dans cette ville où il pensait sortir de son ghetto que ces représailles le rattrapent.
c'est des années, vous le dites. Son meurtrier l'a battu de 2 coups de feu, mettant ainsi un terme à une longue série d'embrouilles, de mises à l'amende et de jeux de pouvoir entre 2 grandes gueules d'un même coin de banlieue. Ça n'arrête jamais. Ouais, c'est ça s'arrête jamais. En fait, ça démarre en 2010. Et comme j'explique dans le livre, moi, je le sais dès le départ. Enfin, j'ai une mauvaise intuition. En sachant comment se passe la rue et sachant que, vu les personnalités que j'avais en face de moi, donc mon frère et cette personne-là, que ça risquait d'aller assez loin. Et de mal se terminer, et ça se termine mal. Ce lien avec le quartier, il faut aussi comprendre à quel point il est vital. Nous, ce qu'on a, c'est d'être là, c'est d'être au quartier, c'est la seule chose qu'on peut posséder quand on n'a rien. C'est ça, exactement. Nous, on n'a rien du tout. On ne sait pas ce que c'est d'avoir un titre de propriété. Enfin, voilà, acheter un appartement, acheter une maison, quelles sont nos ambitions plus tard, dans quelle entreprise on va travailler. Voilà, on vit au jour le jour et tout ce qu'on a, c'est notre quartier, c'est notre identité à travers notre famille de la rue et c'est ce qu'on essaye de défendre. Donc l'amour-propre est très important quand on grandit dans un quartier. Pour essayer de comprendre ces mécanismes, la sociologie que vous pratiquez, Isabelle, c'est une sociologie de l'écoute. On pense au Bourdieu de la misère du monde, on pense à d'autres. Enfin voilà, vous vous inscrivez dans une lignée. Oui, j'ai été formée. Mais je tiens d'ailleurs à le dire, je ne l'ai pas encore montré la couverture du bouquin. Vous voyez, c'est une couverture super vivante, c'est pas la couverture d'un ouvrage désagréable et pénible à lire. Il y a quelques petits tableaux à la fin parce qu'il en faut quand même, mais les 3/4 du bouquin, c'est vraiment beaucoup du témoignage, du récit que vous portez. Comment, en tant que sociologue, on peut réussir à démêler ces fils et à comprendre ce qui relève de la destinée individuelle, c'est-à-dire du hasard, parce que ça existe, de la coïncidence, et de ce qui raconte une certaine histoire des structures sociales, une certaine histoire de la façon dont fonctionne le pays? Il y a déjà ce qu'on connaît des travaux des collègues et des résultats de la discipline, c'est-à-dire qu'on sait déjà tout un ensemble de choses en sociologie de l'éducation sur les facteurs qui prédisposent plus ou moins à la réussite scolaire, selon le genre, selon le milieu social d'origine, selon la place dans la fratrie. Il y a déjà tout un ensemble de travaux. On a ça en tête. C'est des hypothèses scientifiques, d'une certaine manière. Et donc après, quand on va chercher l'information, quand on travaille sur des destins singuliers, on va avec ces hypothèses en tête et donc on questionne. Et un certain nombre se vérifient. Et certaines se vérifient. Et puis alors d'autres, on se rend compte qu'un coup de sonnette peut changer une vie. Ouais, racontez, Yvan, parce que c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est à un moment donné où je révisais mes cours. Et donc, j'ai des amis qui viennent me chercher, qui sonnent à la porte. C'est ma maman qui ouvre la porte, sachant que j'étais en train de faire mes devoirs. Elle dit que je n'étais pas présent. Et donc, ces amis partent et finalement, ils font un braquage et ils se retrouvent à prendre 8 à 10 ans de prison. Et je sais que si j'ouvrais la porte à ce moment-là, je partais. Ouais, parce que, voilà, et ça c'est très bien raconté dans le bouquin, ces liens, on ne pose pas de questions. C'est-à-dire que l'un des... Voilà, un copain, une copine, enfin un copain, c'est des garçons, pas un genre de garçon, vient vous voir en disant viens, on vient. On y va, on ne se pose pas de questions, il faut y aller. Isabelle, vous citez Bourdieu dans La misère du monde, un père dit à son fils, réussis, mais ne me trahis pas. Et ça aussi, il y a le poids de toutes les attentes familiales. On a brièvement dit celle de votre père quand vous arrivez. Et ça, c'est terrible à porter quand même aussi pour des enfants, des adolescents. Oui, et puis souvent, en fait, on omet un peu de dire que les projets de migration sont très fortement liés à des projets d'ascension sociale de la part des parents, des pères, parfois des mères. Et donc, en fait, il y a des fortes attentes qui pèsent sur les enfants dans ces quartiers. Ils doivent réussir parce que le poids de l'exil, le sacrifice aussi de l'exil, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, pour qu'ils aient un meilleur destin. Et donc, du coup, il faut réussir à l'école. Et ça, c'est des choses qui ont déjà été bien montrées par la sociologie et par la sociologie des classes populaires notamment. En même temps, quand on réussit, on change de milieu social, on change de classe sociale et ça peut engendrer une certaine culpabilité. Et oui, ce qu'on appelle les transfuges de classe depuis quelques années. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Et donc, il y a des enjeux de trouver une forme d'équilibre. Comment rester quand même fidèle à ceux dont ne pas se renier. Dont on vient, ne pas se renier, ne pas trahir le père, ne pas trahir les pères, dans le cas justement de la force de ces groupes d'appartenance. Il faut trouver une manière de faire et il le fait aussi à travers son association de quartier. Oui, on va en dire 2 mots de cette association après. Mais ce que Didier Ribon, si je me souviens bien, raconte beaucoup dans Retour à Reims, qu'entre le coming out de je suis homosexuel et le fait d'être parti à Paris, d'avoir quitté son milieu pour faire des études supérieures, finalement, c'est cette deuxième partie qui a été plus compliquée encore à vivre dans sa famille. Si on peut en sauver ne serait-ce que quelques-uns, Wilfried ne sera pas mort pour rien et je pense qu'on aura fait notre boulot, moi en tant que grand frère du quartier et toi en tant que chercheuse au CNRS, toi c'est Isabelle et c'est Yvon qui parle dans ce livre Petit frère. On continue à raconter ce livre juste après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. En ce 10 avril, nous célébrons les 70 ans de... La TVA. C'est génial, vous avez de ces anniversaires et donc on va réviser les programmes de sciences économiques et sociales. Cotillon et tout ça, non pas du tout. Mais ouais. Pas du tout, mais c'est quand même important parce que c'est une création made in France quand même.
Qu'on doit à Qu'on doit à Maurice Lauré, un haut fonctionnaire fiscaliste. D'accord. Vous avez quelque chose? Définition de la TVA, rappel? Allez, c'est parti. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect payé par les consommateurs et collecté par les entreprises qui le reversent à l'État. Concrètement, vous achetez un bien ou un service qui vaut 100 €, disons, ça sera plus simple, prix toute taxe comprise. La TVA sur ce bien ou ce service est de 20%, donc l'État va récupérer 20 €. Ah ben ça suit. Un plaisir. Oui, mais là, c'est parce que vous parlez d'une TVA à 20%, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, Oui, effectivement. C'est le taux le plus courant, mais il y a des taux aussi intermédiaires à 10%, le taux réduit à 5,5% et un taux particulier à 2,1%. Mais là, je ne parle que de la France métropolitaine, puisqu'en Corse et dans les départements et régions d'outre-mer, c'est différent. Ok, 10%, ça concerne? Alors, 10%, ça concerne hébergement, transport, la restauration, certains travaux également. 5,5. Les produits de première nécessité, les livres, les spectacles, les prestations de rénovation énergétique. Il y en a d'autres, hein, c'est des exemples. Oui, c'est des exemples. Mais on voit bien que plus les biens sont réputés essentiels et plus la TVA est faible. Oui, parce que 2,1. pour les médicaments remboursés par la sécurité sociale, par exemple. D'accord. Voilà. Vous avez d'autres exemples? Alors, vous voulez visiter un stade? J'en rêve. Voilà, c'est 10% en France métropolitaine, enfin la taxe est de 10%. En revanche, un ticket d'entrée pour assister à une rencontre sportive, c'est 5,5% en France métropolitaine, mais 2,1% en Corse. D'accord. Par exemple, autre exemple, allez, Ah ouais, non, mais c'est bien les exemples. Les produits médicamenteux pour les animaux, c'est 20%. Les produits médicamenteux destinés aux humains et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, c'est 10%. D'accord. Voilà. On parle aussi d'une TVA à 0%, ce qui ne veut plus dire grand-chose, parce que le 0%, bon, c'est plus tellement une taxe. Sur les produits de première nécessité, Oui, ça alors, revient dans le débat. Ça revient. Les Gilets jaunes le réclamaient en 2019. Xavier Bertrand l'avait repris cette idée à son compte. On en a reparlé en 2022 lorsque l'Espagne a sauté le pas et a proposé une taxe à 0% pendant 6 mois. Bref, c'est souvent sur la table. Bon, il faut quand même dire que c'est un impôt indirect qui rapporte énormément à l'État. Ça rapporte beaucoup. En 2023, cela a représenté 202,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,4% par rapport à 2022. Et en 2022, cela a représenté plus d'un tiers des recettes fiscales. Ce serait dommage de s'en passer quand même. Ok, ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Ça touche tout le monde de la même façon. Oui, c'est ça, les avantages. On dit que c'est équitable parce qu'il est basé sur la consommation. Aussi, voilà. Et aussi, ça peut inciter les gens à épargner puisqu'on n'a pas envie de consommer parce qu'il y a une taxe. Voilà, c'est un peu... Bon, mais dans les critiques, c'est quand même que ça pénalise beaucoup plus les faibles revenus. Bah oui, dans les critiques, on revient parce que généralement, les personnes à faible revenu consomment davantage. Donc, ça représente une charge administrative supplémentaire aussi pour les entreprises. Ça peut aussi gonfler l'inflation puisque ça augmente les prix des biens et des services. Ok, on est les seuls à avoir cette TVA? Eh ben non, parce que notre idée magnifique en IAS, elle a fait des petits. Non. L'Allemagne en a une depuis 68, le Royaume-Uni depuis 73, la Chine depuis 84 et le Japon depuis 89 et l'Inde depuis 2005. Eh bien, merci pour ces petites révisions et joyeux anniversaire à la TVA. Joyeux anniversaire à la TVA. C'est bizarre. Grand oral, Isabelle Coutan, Yvon Atonga. Petit frère, c'est un livre de sociologie qui se lit comme un roman à deux voix, les voix de la sociologue Isabelle Coutan et d'Yvon Atonga, le frère de Wilfried, Wilfried qui est mort en 2016. Tous deux ont voulu sortir de leur quartier, Wilfried et vous, s'installer dans des pavillons, se construire une vie ailleurs avec une femme, des enfants, un métier légal. L'un a réussi, vous, l'autre aurait peut-être pu. Finalement, on ne saura jamais puisqu'il a été assassiné en 2016. Votre père avait déjà compris, je vous cite, que l'émancipation passe par l'école. Pourtant, et là je veux bien qu'on vienne à aujourd'hui, le rapport des jeunes qui témoignent dans le livre, avec l'école, il est, dans le meilleur des cas, il est tendu, et plus généralement, il est quand même mauvais, voire désastreux. C'est vrai que donc dans le livre, il y a l'histoire de ces deux frères, Yvon et Wilfried, et puis il y a tous les personnages autour. Et ça, c'est la démarche aussi de sociologie qui veut un peu ça, c'est essayer d'avoir plusieurs points de vue, de ne pas être que dans un discours singulier, de pouvoir contextualiser notamment la parole d'Yvon, pour moi en tant que sociologue. Et donc j'ai rencontré les autres frères et sœurs, et puis j'ai rencontré des amis ou des petits frères de la famille ou symboliques du quartier, pour que chacun m'aide à réfléchir à ce que c'est que d'avoir grandi à Villiers-le-Bel dans les années 80-90. Pour comprendre effectivement ce qu'on appelle aussi la socialisation par le quartier. Et la plupart de ces garçons ont eu un rapport difficile avec l'institution scolaire, notamment les années collège en fait. Mais oui, c'est vraiment des années extrêmement dangereuses. Voilà, où le groupe, les copains est plus important que l'école et où le rapport à l'institution scolaire est marqué aussi par des tensions, des problèmes de discipline. Ouais, je vous interromps, mais c'est pour vous laisser la parole à tous les deux quand même. Vous dites que la discipline, etc., mais ça croise autre chose qui est l'orgueil. Je vous cite, l'orgueil c'est très important parce qu'on n'a rien du tout. Donc la seule chose qu'on a, c'est notre amour-propre, et notre amour-propre, il est plus important que tout en fait. Or l'école, notamment au collège, elle n'est pas du tout agréable pour l'orgueil quand même. C'est-à-dire que finalement, elle tape là où ça fait mal.
Oui, forcément, lorsqu'on est dans une structure scolaire, on a forcément une autorité au-dessus de nous qui va nous donner des règles et forcément, lorsqu'on est dans un groupe d'amis, on essaye de transcender un peu ces règles et donc il y a une confrontation qui se fait entre l'institution scolaire et puis notre vision de la vie, de la rue. Mais peut-être qu'avec des pédagogies plus bienveillantes, plus sympas, ça pourrait marcher mieux, non? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des figures de représentation, des personnes qui ont pu s'en sortir par l'école, qui ont pu sortir du quartier, qui reviennent parler aux jeunes et leur expliquer que le meilleur chemin à prendre, c'est écouter. Et donc vous le faites avec cette association. Redites le nom de l'asso alors. Ghetto Star No Limit, donc c'est l'association qu'on a créée à Villiers-le-Bel, où on essaye maintenant, à travers le livre, déjà de continuer à faire vivre mon frère à travers ce livre-là et surtout d'aller auprès des professeurs pour qu'ils puissent se saisir de ce livre et qu'ils puissent l'étudier avec leurs élèves, pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent s'imprégner de nos deux trajectoires et surtout qu'ils fassent les bons choix pour eux. L'école, à l'époque, en tout cas dont on parle, c'est les années 80-90, on disait où il y a probablement plus de mixité dans les établissements scolaires qu'il n'y en a aujourd'hui d'ailleurs. C'est quand même aussi le lieu de la moquerie, c'est le lieu du racisme, c'est le lieu d'expériences quand même très oppressives et oppressantes. Oui, bien sûr, c'est là où on doit se construire, c'est là où on construit aussi sa mentalité, son abnégation et c'est à partir de là qu'on comprend comment on va s'introduire dans la société et comment on va réussir à essayer d'exister. Il faut encaisser pas mal quand même. Il faut être en capacité. Et Wilfried, il n'a pas beaucoup aimé quand même. Son rapport à l'institution scolaire a été plus chaotique, c'est ce que vous dites quand vous l'avez rencontré en 2001. Il en faisait même, lui, le point de départ de sa trajectoire délinquante. Oui. Il expliquait que, pour le coup, ce que la sociologie montre aussi, c'est le moment de décrochage du collège, c'est le moment de la déscolarisation au niveau du collège qui fait que la rue est particulièrement attractive à cet âge-là. Et Wilfried, c'est ce qui lui est arrivé, mais le rapport à l'institution scolaire, pour lui, elle était compliquée. Il disait même dès la maternelle, mais aussi parce qu'il avait le sentiment, il avait besoin d'exister, d'être remarqué, de faire rire. Vous dites que s'il était né dans un autre milieu, et en plus avec la mode qu'il y a aujourd'hui autour de tout ça, on lui aurait peut-être diagnostiqué un TDAH ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était agité et je pense qu'il avait effectivement des problèmes de concentration. Et si ça se trouve, on l'aurait emmené consulter. Alors moi, cette catégorie de TDAH, très biologique, c'est pour ça que je l'utilise avec beaucoup de défiance. Avec des guillemets, en tout cas, ça veut dire quelque chose d'un enfant qui effectivement est agité et qui dit quelque chose aussi de sa volonté d'exister. Mais qui grandit à une époque et dans un univers où c'est pas courant d'aller voir le psy ou le médecin parce que un enfant est agité, quoi. Oui, alors en même temps, un des frères plus âgés, Marcelin, parle du fait qu'enfant, dans les années pour le coup 80, il a été suivi au CMP, sa maman l'emmenait tous les samedis et il explique que le psychologue jouait avec lui aux petits chevaux et le faisait parler autour des jeux et qu'en fait, il dit que ça l'a libéré d'un poids, il ne sait pas duquel. Et quand il sent ses enfants un peu tendus, il joue avec eux aux petits chevaux ou aux échecs. Ouais, mais ça, c'est toute l'attention portée aux enfants. On croise tout au long du livre, je le disais en début d'émission, plusieurs politiques publiques. Il y a les emplois jeunes, plusieurs institutions, l'école évidemment, mais aussi la police de proximité. Et c'est un livre qui dit quand même que ces politiques publiques, qui pour une bonne partie ont été abandonnées d'ailleurs, elles marchaient, ces petites mains tendues, ces petits gestes, parfois l'attitude d'un fonctionnaire dans une administration, ça marche. Oui, c'est important parce que ça nous permet, nous, en grandissant dans les quartiers, de comprendre qu'on existe aussi, que la politique aussi pense à nous et que toutes ces figures institutionnelles sont aussi proches de nous, qu'on partage des choses avec eux. C'est ce qui se passait avec la police de proximité quand nous, on était un peu plus jeunes, on faisait des matchs de foot, enfin, on allait faire des sorties avec eux. Donc, et après, quand ils faisaient les rondes dans le quartier, c'était pas la même histoire c'était pas le même rapport qu'on avait avec eux. Et ensuite, une fois que tout ça a été aboli, forcément, le rapport a été différent et sur les générations suivantes, on voit les résultats aujourd'hui. Isabelle, disais en début d'émission, vous avez publié plusieurs ouvrages, vous êtes une des sociologues très connues, reconnues sur ces enjeux des milieux populaires. La fin de la politique, ce qu'on appelle la politique de la ville dans les années 90, en vrai c'est une catastrophe dont on peut maintenant mesurer les effets par des moyens sociologiques. En tout cas, c'est vrai qu'on les évalue pas forcément rigoureusement, toutes ces politiques, et quand on voit qu'il y a toujours des problèmes, on pense que c'est parce que les politiques ne marchent pas. Mais d'une part, ces quartiers se sont précarisés, les gens sont encore plus pauvres qu'ils n'étaient, donc forcément il y a plus de problèmes. Et puis par ailleurs, les politiques ne résolvent pas tout. C'est pas un miracle et ça va pas tout régler. Mais quand on travaille sur des trajectoires fines, on voit bien que là ça marche. En fait, ça marche en micro. En macro, c'est plus compliqué, mais en micro, ça fonctionne. On peut se dire que s'il n'y avait pas eu les politiques, ça aurait été encore pire. Je sais pas, d'une certaine manière. Et puis ça peut agir sur du long terme. C'est-à-dire qu'on oublie que ces jeunes qui posent plein de problèmes à des moments donnés, en fait, sont des adolescents.
C'est un moment du temps. Et certains qui ont été vraiment très pénibles, on va dire, à l'âge de 14 ou 15 ans, aujourd'hui... Mais vous regardez Yvon à ce moment-là, genre, allez, dis-le toi aussi, t'as été pénible. C'était pas le plus pénible. Bon. Mais il y en a qui sont aujourd'hui, voilà, et on en parle dans le livre, instituteurs, infirmiers, et alors que, voilà, c'était entre guillemets ceux qui peut-être défrayaient la chronique médiatique quand ils étaient tout jeunes. C'est ça. Et donc les politiques, c'est sur le temps long aussi qu'on voit leurs effets. Et un rapport pas trop dégradé à l'institution scolaire, ça fait que même si ça a été difficile les années collège, eh ben, on peut décider, comme l'un de ces jeunes, que quand même on va passer son bac en candidat libre. C'est ça. Et que finalement, même après avoir fait... Un rapport pas trop dégradé à l'institution scolaire, un policier avec lequel on a tapé dans le ballon, la possibilité d'avoir un emploi jeune, je ne sais pas, quand on a du mal à trouver un premier emploi ou que sais-je, tout ça c'est des sas quand même. Oui, bien sûr, c'est des choses qui sont très importantes. Vous, ça vous a aidé dans l'emploi d'ailleurs? Oui, moi ça m'a permis d'être éducateur, notamment dans un collège de Villers-le-Bel, le collège Saint-Exupéry, qui est le collège opposé à Léon Blum où moi j'ai été en étant plus jeune. Donc moi ça m'a permis d'être éducateur là-bas, d'avoir mon premier emploi, on va dire un peu fixe, et de pouvoir en fait partager mon expérience avec les petits frères des personnes avec qui j'étais en conflit, plutôt en étant plus jeune, parce qu'on n'était pas du même collège et pas du même quartier. Donc je pense que c'était quelque chose d'important, puisque ces jeunes qui aujourd'hui ont grandi et ont pu construire leur vie, quand je les croise aussi au supermarché ou via les réseaux sociaux, me remercient d'avoir eu un impact sur leur trajectoire. C'est un livre qui nous inscrit aussi dans une temporalité. Ce qui était vrai dans les banlieues il y a 20 ans, n'était pas forcément il y a 10 ans, ça a encore bougé aujourd'hui, non? Oui. Enfin, ça, sur le aujourd'hui, tu en parleras mieux que moi, parce que moi, je ne fais plus vraiment du terrain avec immersion aujourd'hui, mais... on a l'impression quand même qu'il y a une précarisation accrue, moins de politique publique et de moins en moins de mixité, aussi et de plus en plus de pauvreté, non? Oui, beaucoup plus de pauvreté, c'est de plus en plus compliqué. Ben, on voit aussi au niveau des écoles, lorsqu'il y a des professeurs qui ne sont pas remplacés, etc. Donc il y a forcément un impact sur les trajectoires des enfants. Et une emprise différente aussi du trafic, notamment de stupéfiants. Quand vous racontez, il y a des bagarres, mais c'est des bagarres, l'arme la pire qu'on va trouver, ça va être un poing américain, c'est ça. Un manche de pioche ou que sais-je. C'est ça. Très peu d'armes à feu, ça ne se règle pas encore comme ça. Voilà, oui, c'est une autre époque. Aujourd'hui, ça se règle à armes à feu, on le voit très bien dans les règlements de compte aujourd'hui à Marseille. Et dans toute la France maintenant, parce que même à Nantes, partout, à Rennes, on voit des choses. Donc ça se dégrade beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, le trafic de cannabis est devenu quasiment un emploi ou un business à développer avec des drives, avec pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Et ça, vous ne connaissiez pas, vous, de votre temps. C'était pas la même emprise, y compris sur le territoire du quartier. Dans cette commune, Villers-le-Bel, parmi les plus pauvres de France, le quartier continue d'accueillir les derniers arrivants quand les deuxième ou troisième générations des vagues migratoires précédentes s'en éloignent au fur et à mesure de leurs possibilités. On craint un côté un peu histoire sans fin sur ces territoires-là. De fait, c'est des quartiers de première génération d'immigrés. Alors, on peut craindre au sens où, effectivement, ça veut dire qu'il faut accompagner cette mission d'accueil, d'une certaine manière, qui est dévolue à ces quartiers. Mais après, c'est la logique de l'histoire de l'immigration qui est très bien étudiée aussi sur les États-Unis depuis la fin du 19e siècle, avec des quartiers d'arrivée. Qui sont des quartiers portes d'entrée. Qui restent des quartiers portes d'entrée. Et en même temps, avec le groupe et la communauté, même si en France, c'est pas toujours bien vu, mais qui est en réalité un gros facteur d'intégration, parce qu'il faut bien être accueilli au départ, notamment quand on ne parle pas la langue. Yvon, et c'est ma dernière question, vous dites qu'avec ce livre, vous espériez, je vous cite, exorciser l'assassinat de Wilfried. C'est chose faite? C'est chose faite lorsqu'il est sorti le 2 février 2024. Et ben voilà. Vous lisez-le, Isabelle Coutan, Yvon Atonga, Petit frère, comprendre les destinées familiales. C'est le sous-titre que j'étais en train de chercher. Il vient de sortir aux éditions du Seuil, ouvrage absolument passionnant. Merci de nous avoir rendu visite. On va rester dans un collège de REP, mais un collège du 18e arrondissement de Paris, où Amélie Paris est professeure documentaliste. Elle nous raconte les années collège. Cécile, merci beaucoup. Amélie Paris. Notre rendez-vous avec Amélie Paris pour les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. Vous rappelez souvent vos missions de professeur documentaliste au collège Maurice-Utry, Paris 18e. Parmi elles, il y a l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. C'est dans les missions. Et dans ce cadre, vous organisez régulièrement des rencontres avec des auteurs ou des autrices au sein de votre CDI. Oui. Qu'est-ce que ça apporte alors ? Ça apporte plein de choses. Et de toute façon, j'organise beaucoup de rencontres de manière générale au CDI parce que je trouve que c'est indispensable dans un établissement scolaire et qu'en plus, le lieu CDI se prête vraiment à ça.
Surtout le vôtre avec son petit jardin. Évidemment. Mais je rappelle, parce qu'elle n'ose pas le rappeler, mais il y a un petit jardin dans le CDI de Maurice Trio qui est super sympa. Avec des chats. Alors, dans le cas d'une rencontre avec un auteur, c'est le moyen évidemment de travailler sur l'une de ses œuvres et d'échanger, d'interagir tous ensemble. Mais c'est aussi un excellent moyen d'inciter les élèves à lire et de réinvestir la rencontre dans un travail qui peut être collectif, comme une écriture à la manière d'eux ou la rédaction d'une fan-fiction. Alors, cette année à Utrio, nous avons la chance d'accueillir Florence Cadier pour parler de son roman Né coupable et Marguerite Aboué pour les bandes dessinées Aya de Yopougon et Akissi. Marguerite Aboué qu'on avait reçue dans cette émission, vous pouvez le retrouver dans les archives facilement. C'est des moments forts à chaque fois. Oui, c'est des moments très forts, très intenses, il se passe beaucoup de choses et ça déclenche beaucoup d'émotions et parfois même des vocations. Alors, ce n'est pas des rencontres qui débarquent de n'importe où, elles sont préparées avec les élèves avant. Oui, ça c'est très important. Il ne faut pas que les élèves se sentent impressionnés, parfois démunis face à l'auteur. Alors, il est évidemment indispensable qu'ils connaissent au moins une de ses œuvres, mais au-delà de ça, ils peuvent s'investir aussi dans l'organisation de la rencontre, en écrivant par exemple directement à l'auteur, en préparant le lieu de la rencontre. Ils peuvent aussi faire une recherche d'informations sur l'auteur pour pouvoir lui poser des questions sur sa vie ou sur son parcours. En somme, ils sont prêts à devenir animateurs sur School TV ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est exactement ce qu'on fait ici. Ce sont des rencontres qui aiguisent leur curiosité pour l'ensemble des œuvres de l'auteur, de l'autrice, mais sur les thèmes aussi, non ? C'est-à-dire que c'est vraiment une ouverture culturelle 180 degrés. C'est vraiment un excellent moyen en fait, de piquer leur curiosité. Alors, dans le cas de leur rencontre avec Marguerite Aboué, les élèves connaissaient, comme je le disais, Aya de Yopougon et Akissi. Ils ne connaissaient pas sa bande dessinée Bienvenue. Donc, moi non plus. Donc, c'est vraiment, on a découvert une autre œuvre qu'on a évidemment achetée pour le CDI. Dans le cas de Florence Cadier, donc on avait travaillé sur Né coupable, mais les élèves ont eu envie de lire un autre de ses romans, Le rêve de Sam. Et puis, ils ont eu envie de lire des livres traitant du thème du racisme, comme Chien blanc de Romain Gary, ou encore The Hate You Give, La haine qu'on donne, le premier roman de l'américaine Angie Thomas. Donc, ça crée de l'envie, de la curiosité, et pas uniquement chez les mordus de lecture, mais aussi chez les autres élèves, puisque, comme vous le disiez, une rencontre, c'est un moment fort, il se passe des choses, l'auteur se livre, et donc ça donne envie aux élèves de l'écouter, de lui parler, de le lire. Comment on fait le lien entre le goût pour la lecture et le goût pour l'écriture ? Parce que ça peut être un vrai déclencheur, ça. Il y a beaucoup d'élèves qui demandent et vous, comment vous avez envie d'écrire ? Oui, parce qu'évidemment, pendant ces rencontres, on aborde le processus d'écriture. Donc, les élèves découvrent le temps d'investissement qu'il y a avant un livre. Ils comprennent que écrire un livre, c'est aussi tout un processus de réécriture. Donc, on peut se tromper, qu'on peut recommencer. D'ailleurs, Julia, une élève de 3e, m'a dit « Maintenant, je me dis que c'est normal. Si on recommence un texte ou si on change beaucoup de choses beaucoup de fois, eh bien, c'est comme les écrivains. » Julia ou Juliette ? Vous avez écrit Juliette. J'ai écrit Juliette, mais j'ai dit Julia. Ouais, mais c'est Juliette alors. Rendons à Juliette ce qui est à Juliette. En tant que professeur documentaliste, j'imagine que vous menez d'autres actions pour inciter à la lecture. Oui, il y en a beaucoup. Participer à un prix littéraire, développer le quart d'heure lecture, organiser des speedbookings, faire des speedbookings. Des speedbookings, oui, on présente un livre en un temps donné. Oui, faire des booktubes, des bookstagram, des booktrailers, faire des pré-surprises, organiser. Pré-surprise, vous me prêtez un bouquin sans me dire. On prête un livre qu'on a emballé avec juste des mots-clés. Génial. Comme ça, l'élève ne sait pas ce qu'il emprunte. Faire un club lecture sur la pause méridienne. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses. Et ce sera l'occasion de faire une chronique. Et il y a d'autres rencontres prévues d'ici la fin de l'année ? Oui, alors pas avec un auteur, mais avec un illustrateur, Laurent Audouin, et j'adorerais que Riyad Satouf vienne rencontrer les élèves du collège Maurice Trio. Redemandez-lui là gentiment en le regardant dans les yeux. S'il te plaît, Riyad Satouf. On t'attend à Utrio. Ils adoraient. Amélie, merci beaucoup pour ces années collège. Et c'est formidable, toutes ces initiatives. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.